bonsoir, merci d'être avec nous. Vous le savez, l'actualité tous les jours, c'est ici tous les soirs sur la première. Nous sommes le mercredi 20 août. Voici les titres de notre actualité ici au Fénois. La vaccination est ici obligatoire pour les enfants et la prévention est majeure pour les adultes. La tuberculose revient ci et là cette année. Déjà une quarantaine de patients recensés sur le territoire. Un nouveau cas cette semaine dans un établissement de Tahiti, mais rien qui ne soit vraiment alarmant. Le nouveau chiffre de la Covid-19 connu à ce jour, 170 cas. Vivre avec ce virus, au-delà du masque, c'est forcément une partie de cache-cache. Et pour les personnes à risque de nouvelles entraves dans leur vie quotidienne, un récit à écouter dans ce journal. Leur vie s'est faite ici. Il y a les joies d'enfants et 1000 actions de travail à Faa. Leur quartier, c'est Otu Area. Ils veulent rester, ils le disent aux autorités du pays. Des logements sur les collines, ils ne les intéressent pas. Paroles d'habitants à écouter dans quelques instants. 2030, c'est demain. Eh bien, les habitants du Fénois seront plus nombreux. Les prévisions parlent de 284 000 habitants. Plus nombreux donc, plus âgés aussi. L'espérance de vie augmente. Les équilibres des comptes sociaux sont de fait sous pression. Pour tout déchiffrer, tracer des perspectives et parler des horizons, un invité, il connaît tous ces chiffres sous le bout des doigts. Il s'appelle Nicolas Prudhomme. C'est le directeur de l'USPF. À tout à l'heure, monsieur. Des îles connectées pour brancher les entrepreneurs qui ont envie d'oser, plus besoin de se déplacer pour les formalités. L'informatique relie les hommes et autorise la floraison des idées et des projets. Direction les Tuamotu à la fin de cette présente édition. C'est une maladie aux chiffres mineurs, mais elle existe encore. Un cas de suspicion de tuberculose dans un lycée de Tahiti. Une enquête sanitaire est lancée. L'an passé, sur tout le territoire, 66 personnes concernées. Cette année, le nombre de maladies pourrait augmenter. Les explications nous sont données par Laurence Porto avec des images d'Hiro Terorotua. C'est parti. L'omerta était de mise ce mercredi au lycée du Diadème à Pirée. Aucune déclaration du chef d'établissement, secret médical oblige. C'est donc au bureau de veille sanitaire qu'on nous a confirmé ce cas de tuberculose, une maladie encore présente en Polynésie. On recensait 53 malades en 2018, 66 en 2019 et déjà 47 cas en août de cette année, dont 4 en établissement scolaire. C'est une bactérie qui aime bien les milieux clos, fermés, et donc les salles de classe sont assez propices parce que c'est des endroits fermés où il y a des gens qui restent en permanence pendant plusieurs heures. La tuberculose, il faut savoir que ce n'est pas une maladie qui est très contagieuse, elle nécessite de passer plusieurs heures dans une même pièce avec quelqu'un. Nous, on a à peu près une tranche horaire de 8 heures. Dépasser ces 8 heures, il y a un risque de contamination, donc oui, les salles de classe, c'est très propice. La vaccination est obligatoire mais protège surtout les tout-petits. Les symptômes sont bien connus, toux, amaigrissement, fatigue, fièvre. Mais c'est aussi souvent une maladie invisible. En Polynésie, sur 1500 personnes dépistées en 2019, 97 étaient porteurs sains et seulement 7 malades déclarés. La recrudescence de la maladie ces dernières années pourrait bien être liée à un dépistage moins suivi. Le dépistage ne s'est pas bien fait. Effectivement, des fois, on a des difficultés à faire venir les gens au dépistage sur la tuberculose, parce que peut-être que les gens ne comprennent pas l'intérêt ou c'est pas leur priorité. Donc, en tout cas, on essaye maintenant d'avoir un programme de lutte plus efficace et vraiment aller dépister tout le monde. Grave, la tuberculose se soigne bien, antibiotiques à l'appui pendant plusieurs mois. Une fois déclarée, elle n'est plus contagieuse au bout de 15 jours. Pas de panique au lycée ou ailleurs, la veille sanitaire a été chargée du dépistage et de la prévention. Un Polynésien interpellé dimanche avec de l'ice à l'aéroport de Los Angeles. C'est une information de Polynésie. La première, les faits. Les services d'immigration, lors d'un contrôle, ont découvert 500 grammes d'ice dans les bagages de ce voyageur. Il s'apprêtait à prendre l'avion dimanche soir à destination de Tahiti Faa. Une affaire à suivre et tous les détails sont donnés sur notre site internet Polynésie. La première, la comptabilité de la Covid-19. Comme tous les soirs, 15 cas supplémentaires. Au total, vous le voyez sur le tableau, 170 personnes touchées par le virus. Un patient est en réanimation. Le rythme quotidien ralentit. L'hypothèse d'être au bout des infections liées au cluster du 31 juillet est évoquée à demi-mot par les autorités. À noter aussi que le gouvernement a mis en place une nouvelle procédure pour les personnes en attente de résultats. Les résultats de l'Institut Malardé. Nous écoutons le ministre de la Santé, Jacques Rénal. Il répond à nos confrères Tita Wadoum et Mirko Vanfo. Le BVS, le Bureau de veille sanitaire, fournira aux salariés qui en a besoin une attestation de test, c'est-à-dire comme quoi il a bien été
mobilisé par le BVS, le bureau de veille sanitaire, pour faire un test et qu'il est en attente du résultat du test. Puisque vous savez qu'il faut avoir 2 ou 3 jours pour pouvoir avoir le résultat. Et que donc pendant cette période-là, tant qu'on n'a pas le résultat, il est mis en confinement chez lui. Enfin, une bonne nouvelle, les 3 cas potentiels d'Ivaoa ne portent pas le virus. On peut donc respirer aux Marquises. Nous en avions parlé hier soir dans notre journal. On le sait, la Covid-19, ce n'est pas marin quand on l'attrape, mais quand on est une personne fragile, aïe aïe aïe, les défenses sont de fait moins réactives, l'immunité plus fragile, bref. Vivre en temps de circonstances pandémiques demande des trésors de précaution. Tout compte vraiment. Voyez un exemple, l'exemple de Rai, il est atteint de myopathie. Nicolas Suire et Marcel Bonneau l'ont rencontré ce matin. Rai, atteint de myopathie, est récupéré 3 fois par semaine à la fin des cours par un chauffeur de la fraternité chrétienne. Pour l'embarquer dans le véhicule, impossible de respecter les gestes barrières. Pour le mettre dans le véhicule, il n'y a pas les 1 mètre de distance qu'on demande. Donc là, c'est un contact direct avec l'enfant pour qu'il puisse monter dans la voiture. À la fraternité chrétienne, il est impératif de respecter la distanciation physique. Aussi, les pensionnaires ne sont que 4 par table au lieu de 8. L'établissement a mis en place des roulements. Certains enfants ont des pathologies particulières respiratoires notamment, qui ne leur permettent pas de porter le masque pendant 8 heures. Rai vient pour sa séance de kinésithérapie respiratoire. Avant de commencer, la désinfection du matériel et des avant-bras est de rigueur. Ensuite, la séance peut commencer. Il est un petit peu plus faible que les autres au niveau pulmonaire, la capacité respiratoire. Donc on va mettre l'accent là-dessus et protéger au maximum les voies respiratoires. Protéger Rai grâce à cette machine. Elle développe la capacité respiratoire. Mais l'isolement par le confinement, il n'en veut plus. C'est juste que c'est casse-pied. Parce qu'on est tout seul à la maison. Du coup, moi, je m'ennuyais à la maison tout seul. Rai est heureux de reprendre le chemin de l'école, d'autant que le masque et les gestes barrières semblent suffire à le protéger. On s'était déjà, protégé après le confinement. Quand l'école avait repris, on avait laissé un laps de temps avant de le ramener à l'école pour essayer de laisser passer justement quelques jours, de voir s'il n'y avait pas des cas qui allaient se déclarer. Et puis voilà, on avait pris des précautions uniquement par rapport à ça. Et voilà, ça s'est bien passé. Les parents du courageux Rai se sont constamment adaptés aux différentes étapes de la myopathie. Alors, rajouter le masque et le gel n'a été qu'une formalité. Oui, effectivement, Henri, un sacré petit bonhomme. On va vous rappeler les gestes barrières comme tous les soirs. Ces gestes protecteurs, se laver régulièrement les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique. Et surtout, éviter de vous serrer la main ou de vous embrasser. Distance physique et le port du masque obligatoire dans les magasins du territoire. Direction Bora Bora, ils ont un tricot bleu turquoise. L'image est belle comme le lagon. Apaisante aussi à l'instar de leur mission, une mission civique. Les guides sanitaires apparentent l'île de Bora Bora et dans toutes les langues, français, tahitien, anglais, pour informer. Les gestes barrières, les bonnes conduites, c'est leur langage quotidien. Toutes ces personnes ont été formées pour cela. Nous écoutons Poema, un ange gardien au micro de notre correspondante. Ça se passe très bien parce qu'on se rend compte qu'il est plus qu'important qu'on fasse attention parce que ça a touché la planète entière. Et il y a des rétracteurs, mais c'est toujours bien pris par la population de Bora Bora. Au contraire, quand on voit tout autour maintenant, le port du masque, il est plus qu'utile. C'est devenu un quotidien. Tous ensemble donc. Le dialogue n'est pas vraiment rompu. Une discussion pourrait déboucher entre les autorités et les habitants d'Atu Area. Certains vivent ici depuis 50 ans. Les enfants y ont grandi et leurs activités faites de pêche, de vente au bord de la route, en font un lieu intensément plein de vie. Alors, être logés sur les hauteurs, pas l'ombre d'un désir pour ces gens-là. Ces habitants veulent rester sur leur terre. Juan Potourou et Mirko Banfo ont recueilli la parole de ces citoyens très enracinés. L'association Maruthanui Motocréno face à la politique de relogement menée par l'OPH et son ministre.
Par un courrier daté du 21 juillet, les habitants du quartier Boyer de Hotuarea sont contraints de partir de chez eux sans pour autant avoir l'assurance d'y revenir. Une situation insoutenable, surtout que certaines familles occupent les lieux depuis plus de 50 ans. Jean-Christophe Bissou, ainsi que le directeur Moana Blanchard, il nous a rassurés justement ce jour-là, comme quoi nos familles peuvent descendre en fait en contrebas de la route des Ceintures. Et ensuite, il nous a rassurés aussi, enfin nos familles, comme quoi ils vont bénéficier justement aussi de ces logements, qui tient parole. Aujourd'hui, on vous a menti? Je pense, mais j'y crois encore. Et dans son opération de résorption de l'habitat insalubre, l'OPH envisage de reloger les 70 familles de Hotuarea sur les hauteurs de Teroma, un scénario impossible pour la plupart. Nous sommes dans un quartier assez isolé. Donc aller dans la montagne, c'est plus isolant encore. Ensuite, il n'y a pas de véhicule pour des familles ici. Il n'y a pas de véhicule. Et au niveau... je ne vais pas parler des loyers, parce que les loyers, on peut payer si on veut. Là n'est pas la question. C'est de savoir ce qu'il en est de nous. Il y a eu tellement de sons de cloche. C'est pour même d'autres personnes, ils vont revenir dans 5 ans ou je ne sais pas quoi. Ça va être encore les mêmes chansons, mais je ne crois pas. C'est pour ça nous, on compte beaucoup aussi sur le maire, qui est le premier magistrat. Lui, il serait toujours là quand on appelle. Après plusieurs recours par écrit de l'association Marut Hanui, le gouvernement et l'OPH semblent rester sur leur position. Le Tavana de Fa'a, par contre, Oscar Temaru, soutient entièrement ses habitants dans leurs revendications. Et une occupation de terre devant le tribunal. Aujourd'hui, nous parlons du marae de Paia. La propriété en est revendiquée par le Polynésien Kim Dom. La justice a examiné le dossier. La réponse nous sera donnée en fin de la présente semaine. On va regarder les horizons, on va s'intéresser aux chiffres, à l'avenir de la Polynésie avec un chiffre qui résonne, vous le voyez sur l'écran, 284 000 personnes. Ce sera le nombre d'habitants de la Polynésie à l'horizon 2030, un chiffre qui est basé sur des études menées par l'ISPF. Nous recevons son directeur. On va parler tout de suite de ce chiffre-là. Donc, plus de 7 000 habitants supplémentaires à l'horizon donc 2030 pour notre territoire. Bonsoir. Bonsoir. C'est un chiffre qui est important en termes de dynamique. En tout cas, il augmente. Donc ça, c'est toujours une bonne chose. Moins que les décennies précédentes, parce qu'on a un peu moins d'enfants par femme en âge de procréer, parce qu'on a plus de gens qui quittent le territoire que de gens qui rentrent. Et donc ces facteurs-là font que la population continue d'augmenter, mais pas aussi vite que précédemment. Nicolas Prudhomme, on a aussi une structuration de la population qui change, puisqu'on va voir une statistique. Quasiment 1/5 de la population aura 60 ans. C'est une première pour la réalité polynésienne. Oui, on est à 13% en 2018. On estime qu'en 2030, on sera à 20%, donc un Polynésien sur 5. Et en fait, ça, peu importe les scénarios qu'on peut faire, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, la population vieillit par l'espérance de vie, par le fait que les jeunes partent et ne reviennent pas forcément, et par le fait qu'il y ait moins d'enfants par femme. Il va y avoir des conséquences importantes à la fois sur la réalité de la structure socio-économique du territoire et sur les manières d'agir également. Ça veut dire que les politiques publiques doivent prendre en compte cette réalité d'un vieillissement de la population pour changer leurs orientations ? En tout cas, c'est un fait. C'est-à-dire que c'est inéluctable. La population, elle va vieillir, peu importe les scénarios. Même mettre en place une politique nataliste, ça prendrait du temps à avoir effet. Et donc la question, c'est comment on anticipe les services à la personne, l'accessibilité, les logements, la retraite. Donc ça couvre un champ énorme au niveau des politiques publiques. Fécondité. On a une fécondité ici moins importante qu'en métropole, puisqu'on parle de 1,8 enfants par dame. Comment on explique ce revirement, puisqu'on avait cette tradition d'avoir beaucoup d'enfants sur le territoire ? Alors déjà, il faut savoir que c'est un modèle, en France, il est élevé, qu'il y a une politique nataliste qui soutient les naissances avec des allocations, des aides. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ici. Et dans les autres territoires, qui soient iliens, européens, Espagne ou autres, on a des taux qui peuvent descendre à 1,3 ou 1,4 enfants par femme en âge de procréer. Et donc oui, les sociétés, elles évoluent. Il y a la contraception. Les gens n'ont pas envie d'avoir 2 ou 3 enfants parce que ça coûte, parce qu'il faut s'en occuper, parce qu'on n'a pas toujours les grands-parents qui sont derrière. Et donc il y a des modèles de société qui évoluent. Mais ce n'est pas que au Whenua, c'est également à travers le monde qu'on constate ça.
Alors je pose une hypothèse en vous écoutant, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire venir plus d'habitants sur le territoire? Parce qu'on voit que vos projections nous parlent d'un solde migratoire qui risque d'être négatif, moins de 1100 habitants par an, en tous les cas des départs, notamment des plus jeunes. Alors, en tout cas, c'est des questions qui peuvent se poser. C'est-à-dire que si on n'arrive plus, grâce aux enfants, à la natalité, à renouveler les générations, est-ce qu'il faut avoir des politiques migratoires et faire venir des personnes d'autres territoires? Pourquoi? Parce que la richesse économique qu'on va dégager, elle est liée également au nombre d'habitants. C'est-à-dire que moins on a d'habitants, moins on produit de la richesse, et donc comment on finance l'accompagnement, les retraites des plus anciens. On fait en sorte que les jeunes restent ici aussi, c'est un autre volet. Alors, ou les retenir, ou faire en sorte qu'ils reviennent. Merci beaucoup, Monsieur Prudhomme, pour ces analyses et ces chiffres qui sont à découvrir également sur notre site internet. Travail mené donc par l'ISPF. Merci. Vous le savez. Merci. C'est un beau projet, le lien numérique, pour oser, entreprendre, créer. Le droit à l'initiative est devenu une réalité concrète au Tuamotu, grâce à l'ADI, le nom, l'ANSIC, antenne numérique sur site isolé. Bref, une connexion depuis une salle publique et hop, un contact direct avec un conseiller à AO, par exemple. À Manou, un exemple appelé à essaimer partout sur le territoire polynésien. Commentaire One Pazuru, les images sont signées Mathieu Allo. Plutôt Covid, combien tu veux pour relancer ton magasin? J'aimerais bien avoir 400 000 francs. Se connecter de cette façon peut paraître banal pour les plus avertis, mais pour les habitants de l'atoll d'Amanu, c'est une véritable révolution technique. Avec le concours de l'ADI, le projet ANSIC est en place, une antenne numérique qui permet une interactivité en temps réel. Une ANSIC, c'est une antenne numérique sur site isolé connecté. Aujourd'hui, les 4 conseillers Tuamotu à ADI interviennent sur 23 atolls sur les 56 habités. Afin de couvrir toute la zone et proposer du développement économique avec l'ADI, une antenne numérique ANSIC est nécessaire dans chaque mairie. Avec ce nouvel outil, les habitants d'Amanu n'auront plus à se déplacer en bateau pour se rendre à Ho afin d'obtenir des prêts auprès de l'ADI. Un gain de temps, d'argent et de sécurité surtout pour les Iliens. Ça nous permet un peu d'évoluer dans la civilisation et qui est un projet top départ pour l'ensemble des atolls, dont j'invite tous les Tavanans de demander la création d'une antenne ANSIC chez eux. Je trouve que c'est un bon projet de l'ADI et ça nous évite aussi de faire la traversée entre Amanu et Ho. Et comme nous on est obligé de prendre nos bateaux personnels. Avec cette aide, on peut avoir facilement et rapidement toutes nos demandes pour avoir un prêt. L'atoll d'Amanu est donc le premier bénéficiaire de cette antenne numérique. Les prochains seront les atolls de Faïté et Tatakoto, prévus en octobre et en décembre. Et à terme, 30 antennes sur l'ensemble des archipels de notre territoire. Le rappel de l'information de la journée, la tuberculose, c'est l'info du jour. La tuberculose, un nouveau cas vient d'être détecté dans un établissement scolaire de Tahiti. Rien d'alarmant en soi. L'an passé, 66 personnes ont été touchées par cette maladie. Ici, tous les enfants, vous le savez, sont obligatoirement vaccinés. À la une de la presse de demain, nous avons reçu le travail de notre confrère de Tahiti Info. Vous le voyez, on s'intéresse à l'évaluation de l'UPF, l'université. Pourquoi l'UPF est si mal notée? À découvrir donc demain chez nos confrères de Tahiti Info. Un petit rappel pour terminer ce journal. Si vous avez des symptômes liés à la Covid-19, n'hésitez pas, en cas de doute, 2 numéros à votre disposition, vous les connaissez, mais on les rappelle, le 40 45 50 00, ou bien les urgences, le numéro est le 15. Merci d'avoir suivi cette édition. Rendez-vous demain matin, 6h avec Axel Mézinel pour les informations à la radio. Demain soir, vous le savez, rendez-vous 19h pour le journal en langue française sur la première. Très bonne soirée avec nous. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet